Voilà, donc avant de revenir sur Git, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle les méthodes agiles et comment les mettre en œuvre. Et puis après, on viendra justement sur Git et sur en quoi GitLab peut aider à mettre en œuvre les méthodes agiles. Donc, on va parler d'abord de ce que c'est que l'agilité, les méthodes agiles. Ensuite, on parlera de l'arcade des logiciels. On parlera un petit peu de Scrum et d'XP. Et puis, enfin, je vous montrerai ce qu'on peut faire donc, avec GitLab. Donc, la notion de programmation agile, ça remonte au Manifeste Agile, qui est un document qui a 20 ans cette année, vous pouvez retrouver sur Internet à l'adresse que j'ai mise ici, et qui existe en différentes langues, et là vous avez la version en française. Donc, c'est Manifeste pour le développement de logiciels agiles. Nous découvrons de meilleures façons de développer des logiciels en le faisant et en aidant les autres à le faire. Alors le nous ici, c'est les gens qui ont fait ce manifeste agile, qui sont des grands noms du génie logiciel. Grâce à ce travail, nous avons été amenés à privilégier les individus et les interactions aux processus et outils, les logiciels qui fonctionnent à une documentation exhaustive, la collaboration avec le client à la négociation de contrats et la réactivité au changement au respect d'une planification. Et enfin, ça se termine par c'est pourquoi, même si les critères à droite, donc à droite c'est ceux qui sont en caractère maigre ici, ont leurs intérêts, nous privilégions les critères à gauche. Donc ça veut pas dire que ce qui est à droite ça compte pas, ça veut dire que ce qui est à gauche c'est plus important. Et en fait, d'où vient un peu ce manifeste agile? Il vient du fait que petit à petit, toutes les personnes qui l'ont écrit se sont rendues compte qu'il y avait petit à petit une déviance qui se mettait en place dans le développement logiciel où finalement on passait beaucoup de temps à négocier des contrats, à discuter avec des juristes pour se protéger contre tout. Et du coup, finalement, on était plus là pour se protéger, ça apportait rien à personne. Finalement, on rendait moins service aux clients, donc il n'y avait pas content de nous, et on passait du temps à ça. Qu'on a dit à un moment, il faut documenter, c'est bien, mais quand on signe un contrat pour développer un logiciel, ce que veut le client, ce n'est pas une documentation exhaustive. Il veut quand même un logiciel qui fonctionne derrière. Donc la documentation, c'est important, mais c'est encore plus important de lui fournir ce qu'il attend, donc un logiciel qui fonctionne. D'accord ? Et puis, c'est pareil, on a voulu imposer un certain nombre de processus, d'outils pour dire qu'il faut absolument suivre les règles. C'est tout ce qui découle entre autres des normes qualité, mais pas que. Et puis finalement, c'est bien gentil de vouloir absolument suivre des règles, mais quelquefois, c'est 8 heures, tu sais, là. Tu vas t'asseoir vite fait. Et puis, du coup, on en oublie un petit peu l'aspect humain. Or, on travaille mieux, finalement, avec l'aspect humain. Et puis, c'est pareil, tout l'aspect planification, c'est quelque chose qui était important, mais à un moment, quand on cherche absolument à respecter un calendrier, des dates, et puis à surtout dire « Ah, je reste dans ce qui a été fixé dans le contrat », on peut peut-être finir par faire quelque chose qui ne marche plus. Donc ça, on va y revenir un petit peu après, parce que donc ça, c'est le manifeste agile tel qu'il est, mais il a sorti ici d'un certain nombre de principes qui sont listés ici. Donc, il y en a 12, si je me souviens bien. Alors, je vais peut-être pas... Ouais, ils sont là. Donc, je vais vous les détailler maintenant. Donc, le premier, notre priorité est de satisfaire le client en lui fournissant rapidement et en continu des logiciels utiles. Donc ça, là-dedans, il y a deux choses qui importent. La première, c'est qu'on doit fournir un logiciel utile, donc un logiciel qui satisfait le client, pas un truc qui respecterait bêtement un cahier des charges qui est incomplet, qui était mal précisé, ou dont les choses évoluent. Il vaut mieux, du coup, peut-être s'adapter un petit peu au fur et à mesure que le client affine ses besoins. Et il y a aussi là-dedans la notion de fournir en continu. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui change par rapport au développement classique, c'est que pendant longtemps, quand on faisait un développement, c'était, voilà, on a un contrat, on dit qu'on livre le logiciel dans 2 ans, et dans 2 ans, hop, on vous livre un logiciel. L'idée maintenant, c'est de dire, non, je sais pas, on va attendre par exemple 1 ou 2 mois, et là on va commencer à se donner un logiciel, et ensuite, chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité par rapport au cahier des charges, on livre à nouveau le logiciel. Et donc, on va pouvoir comme ça livrer des nouvelles versions à notre client tous les 15 jours. L'avantage, c'est que du coup, le client, très vite, il a quelque chose qu'il peut utiliser. Et puis surtout, il va pouvoir très vite faire des critiques s'il se rend compte qu'il y a des choses qui finalement ne correspondent pas à ses besoins.
D'accord? Les modifications dans les besoins sont les bienvenues, même tardivement dans le développement. Les changements dans les processus agiles sont faits à l'avantage du client. Alors, comme je vous ai dit, le client, quand on négocie le contrat, on est au départ avec une situation qui existe, à l'instant T. Sauf que pendant tout le temps d'un développement, si c'est un développement qui dure 2 ans, tout l'environnement change. Et donc peut-être que les spécifications initiales du client vont finir par devenir obsolètes. On prenait des données d'entrée qui étaient en XML, et puis arrive JSON, et puis la plupart des logiciels se mettent à utiliser JSON. C'est bête de rester sur un truc qui prend du XML, alors que derrière, on ne recevra plus de données en XML. Donc, plutôt que de s'arc-bouter sur ce qui a été décidé au départ, c'est peut-être pas mal de dire au client, ça va nous prendre peut-être 15 jours supplémentaires, mais effectivement, on est prêt à transformer notre programme pour que maintenant, il travaille avec des JSON et puis avec des données XML. D'accord? Donc ça fait aussi partie des choses qui sont prônées par le manifeste agile. Fournir des logiciels fonctionnels fréquemment, de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour la période la plus courte. Donc là, on revient sur ici le fait de fournir en continu. On va essayer effectivement de livrer le plus fréquemment possible, et donc souvent, ça peut être tous les 15 jours à peu près, une nouvelle version du logiciel. Par contre, attention, on dit bien des logiciels fonctionnels. C'est-à-dire que ce qu'on livre, c'est un projet dont les fonctionnalités seront considérées comme terminées. Et terminé, ça veut notamment dire développer, tester, documenter. C'est tout ça. D'accord? Les chargés d'affaires et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement durant le projet. Effectivement, très souvent dans une entreprise, façon old school, on va dire, on avait d'un côté tout l'aspect gestion, contrat, négociation qui était faite, donc chargé d'affaires, juriste, et de l'autre côté les développeurs. Mais du coup, on a des choses qui sont antagonistes, des contraintes antagonistes au sein de l'entreprise. Si on fait ça ensemble, on peut arriver en tant que développeur à faire comprendre quelque chose au chargé d'affaires et inversement, et avoir quelque chose qui conviendra à tout le monde. Construire des projets grâce à des gens motivés, leur donner l'environnement et le support dont ils ont besoin, et leur faire confiance pour que le travail soit réalisé. Donc dans cette phrase-là, il y a 2 choses. La première, c'est que faut donner des conditions de travail qui font que les gens vont se sentir heureux dans leur métier. Et c'est comme ça qu'on aura la meilleure efficacité. Déjà, les gens auront envie de venir, donc ils vont globalement être plus efficaces, et puis surtout, ils ne vont pas partir chez la concurrence à peine ils connaissent les outils qu'on utilise, parce qu'ils vont être mieux ailleurs. On garde comme ça des gens qui sont habitués à nos conditions de travail. Et puis, leur faire confiance pour que le travail soit réalisé, ça c'est un autre principe aussi du manifeste agile, c'est éviter d'avoir un système complètement hiérarchique avec des chefs qui décident sans forcément connaître derrière les contraintes du terrain. On fait confiance aux équipes, on les laisse relativement s'auto-organiser. La façon la plus efficace et la plus concrète de véhiculer de l'information vers et au sein d'une équipe de développement est la conversation face à face. Alors ça vient aussi du fait qu'on s'est rendu compte avec le développement d'Internet, du courrier électronique, que de plus en plus, les gens fonctionnaient par mail, par chat. Et l'inconvénient de tout ça, c'est qu'il y a tout un point de la communication qui est oublié. Quand on discute avec quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui passent tout simplement dans les traits du visage, dans l'attitude des gens. Et par exemple, si je vois quelqu'un, je dis « Oh, ben ça marche pas ton truc là ». Bon, je dis comme ça, il comprend, il dit « Ah oui, j'ai fait une erreur », il modifie. Si j'écris dans un mail « Non mais ton truc ça marche pas », ça risque d'être très mal interprété. D'accord? Et donc, l'idée aussi du manifeste agile, ce qui est derrière ce point-là, c'est ça, c'est de privilégier la conversation en face à face, éviter tout ce qui est interface numérique pour communiquer. D'accord? On aura comme ça beaucoup moins de tension dans les équipes. Un logiciel qui fonctionne est la première mesure de progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir à quel point on avance dans un logiciel, on ne va pas s'amuser à regarder où on en est par rapport à des normes qui vont dire voilà, il faut avoir rédigé tant de pages de documentation ou autre. On regarde tout simplement le pourcentage de fonctionnalités qui sont développées. Alors, pourcentage, ce sera peut-être un peu plus précis, ce sera souvent le pourcentage du coût des fonctionnalités. D'accord? Voilà. Mais c'est ça en fait ce qui va permettre de savoir à quel point on a avancé dans notre projet. Les processus agiles,
prône un développement soutenable. Les animateurs, développeurs et utilisateurs doivent être en mesure de maintenir un rythme constant indéfiniment. Et donc ça veut dire éviter les rushs juste avant les deadlines, par exemple, éviter de multiplier les heures complémentaires pour respecter un planning. On ne réussit pas sur le planning, eh bien, on revoit notre planification, on rediscute avec le client, mais ça ne sert à rien de faire bosser les gens jusqu'à 23 heures juste avant de rendre un truc, parce que du coup, déjà, à nouveau, ils vont trouver qu'ils sont dans de mauvaises conditions, ils iront voir ailleurs, et puis de toute façon, ils vont être crevés, ils vont faire du mauvais boulot, et derrière, ce sera quasiment tout à refaire. Une attention permanente portée à l'excellence technique et à une bonne conception améliore l'agilité. Et donc ça, on va y revenir après, mais c'est vrai que ce que commence à dire Manifeste Agile, c'est que développer, il faut le faire pas n'importe comment, il faut le faire proprement. Et c'est un peu déjà tout ce qu'on a commencé à voir quand on a parlé de design patterns, quand on a parlé de qualité de code. Il y a toutes ces choses-là qui sont importantes, et c'est ce qui fera qu'après on aura un code meilleur, plus efficace, plus facilement maintenable, et qui pourra durer plus longtemps. La simplicité, c'est-à-dire l'art de maximiser la somme de travail non fait, est essentielle. Ça, c'est pareil, ça va à l'encontre de ce qu'on avait tendance à faire avant, où quand on avait une démarche plutôt conception totalement au départ avant de passer à l'implantation, souvent on prévoyait des schémas conceptuels très compliqués qui prévoyaient de futures éventuelles extensions. Et on se rend compte que du coup, derrière, quand on va coder ça, on va passer beaucoup de temps à prendre tout ça en compte, alors que si ça se trouve, c'est des choses qui n'arriveront jamais. Donc, la politique prônée par Manifeste Agile, c'est de se dire, on se contente de faire ce qui nous est demandé. Il sera toujours temps, le jour où on nous dira, ah bah tiens, ça il faut l'étendre, de l'étendre en appliquant ce dont on a déjà un petit peu parlé, le refactoring. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que quand on rajoute quelque chose à un logiciel, il faut toujours se poser la question du point d'avant qui était la qualité, et donc toujours ensuite remodifier notre code pour qu'il ait à nouveau une structure idéale. D'accord ? Il ne faut pas dire, ben voilà, j'ai un truc à rajouter, je le rajoute et puis je ne me pose pas de questions. Parce qu'effectivement, là, ce serait une mauvaise chose parce qu'on aurait petit à petit un code qui serait des verrues mis sur des verrues mis sur des verrues. C'est des pansements mis sur des pansements. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, on ne prévoit pas de généraliser dès le départ, mais après, chaque fois qu'on a un nouveau truc, on l'implante et après, on refactorise pour avoir à nouveau quelque chose d'un petit peu plus, un peu mieux conçu. Les meilleures architectures, besoins, conception émergent d'équipes auto-organisées. Donc ça, on en parlait déjà dans un autre point. Effectivement, c'est pas mal finalement de laisser les gens s'organiser plutôt que d'avoir un chef qui commence à être loin du terrain, qui prend des décisions qui peuvent sembler quelquefois un peu arbitraires et gérer des conflits. Et enfin, à des intervalles réguliers, l'équipe réfléchit à comment devenir plus efficace, puis adapte et affine son comportement en fonction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être important dans une démarche agile, c'est régulièrement se poser des questions sur ce qu'on a fait, comment on l'a fait, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Privilégier ce qui a fait que ça a bien marché et essayer de trouver des solutions pour éviter que ce qui a mal marché se reproduise. D'accord ? Donc ça, c'est des concepts très généraux qui sont dans le Manifeste Agile. On verra après ce que ça donne. Mais tout de suite, on va parler du Manifeste pour l'artisanat du logiciel, qui est apparu quelques années plus tard. J'ai pu remarquer l'année, je ne sais plus. Donc, artisanat, c'est craftsmanship, donc ça donne software craftsmanship. Et voilà ce que dit ce manifeste. Il dit, en tant qu'aspirant artisan logiciel, nous relevons la barre du développement de logiciels professionnels en le pratiquant et en aidant les autres à apprendre le métier. Grâce à ce travail, nous avons été amenés à privilégier pas seulement des logiciels qui marchent, mais des logiciels bien conçus, pas seulement de la réactivité au changement, mais un ajout régulier de valeur, pas seulement des individus et des interactions, mais aussi une communauté de professionnels, et pas seulement une collaboration avec le client, mais aussi des partenariats productifs. Ainsi, dans la continuité des items à gauche, donc ceux qui sont là, nous avons été amenés à considérer les items à droite, qui sont après le mail ici, comme indispensables. Et donc si on regarde ce manifeste, qui a été fait par 80% des gens qui avaient fait Manifeste Agile à peu près,
et quelques autres, on retrouve les logiciels qui marchent, c'était un des items ici du manifeste agile. Quand on prend pas seulement de la réactivité au changement, la réactivité au changement, on l'avait ici également. Et on a ça pour les deux autres points. Si je reprends ici, pas seulement des individus et des interactions, et c'est pareil, on avait ici les individus et les interactions, et pas seulement une collaboration avec le client, c'est également un point qu'on avait ici. Et donc ce manifeste ici pour artisanat du logiciel, il reprend le manifeste agile et il l'étend. Et le but de ce manifeste, c'est de se dire vraiment le développement logiciel, c'est quelque chose qui est à rapprocher d'un artisanat au sens pratique d'un art. Et un art, ça veut dire qu'on a des règles de métier, des choses à appliquer pour que les choses fonctionnent bien. Et c'est un peu ici ce qu'on veut ici. Donc vraiment une communauté de professionnels. Donc reconnaître que les développeurs, c'est un groupe qui est constitué d'une certaine identité, qui peut se fixer des règles, qui peut se rassembler. Voilà. Et après, on va retrouver aussi l'importance ici sur les logiciels bien conçus. Et puis aussi l'ajout régulier de valeur. C'est ce que je vous ai dit en disant qu'à chaque nouvelle version, il faut qu'on progresse. Donc on rajoute une nouvelle fonctionnalité qui va apporter plus de satisfaction aux clients. D'accord? Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler, puisqu'on parle de comité de professionnels, qu'il existe depuis quelques années en Normandie justement une réunion, une conférence gratuite pour tous les professionnels de l'informatique. Alors c'est libre d'accès, donc peuvent y aller des industriels. Vous pouvez aussi le suivre si vous voulez. Ça s'appelle, le nom m'échappe, j'ai pourtant reçu le mail cette semaine, il y a quelques jours. Comment ça s'appelle Code Renseigne, ça s'appelle, voilà. Ça me revient. Et donc, c'est à l'automne, c'est une journée, et cette année, donc ce sera le jeudi 18 novembre, et ce ne sera pas en présentiel, ce sera sur Twitch. Alors, le jeudi 18 novembre, vous avez cours jusqu'à 13h45, mais 12h45, pardon. Ça ne vous empêchera pas de suivre éventuellement les conférences de l'après-midi, et puis de revoir a posteriori celles du matin, si vous voulez. Alors, le programme, il est là. Donc, on a quelquefois des choses qui sont relativement... comment dire, enfin des choses quelquefois très concrètes, genre ici retour d'expérience sur la méthode de logique GitOps, où là on vous dit clairement que ça va être du live coding, donc du codage en direct avec GitHub Actions, Terraform et Azure. Donc voilà, on va être vraiment dans le dur. Et puis quelquefois ça va être du retour d'expérience. C'est le cas sur, par exemple ici, celui-là, la douleur peut être une source de plaisir, qui vous parle de migrer à un projet Legacy Symfony. Alors, quand on dit Legacy, ça veut dire héritage, ça veut dire qu'on a un vieux projet et que il faut continuer de travailler avec ce vieux projet, sauf que il faut s'adapter aux nouveaux trucs. Donc, il faut arriver à récupérer un vieux truc pour que ça fonctionne encore avec des choses un peu plus nouvelles. Et c'est un problème fréquent en informatique. Voilà, donc, on a des choses comme ça. On a quelquefois des choses comme, c'est lequel celui-là? Je vais vous en montrer un autre. Voilà. Celui-là, les nouveaux géants du web qui devrait vous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations sur pas seulement les GAFAM, mais éventuellement des trucs un peu moins connus, mais qui commencent aussi à prendre l'importance, comme Alibaba, Baidu, etc. D'accord? Voilà, donc le panel est très très large. Chaque année, c'est sur une journée. Et donc, essayez si possible de suivre ça. C'est une bonne façon de se maintenir un petit peu à jour, de faire un petit peu de veille technologique à moindre effort, puisque ce sont des gens qui vous font un exposé et ça vous évite d'aller faire quelquefois des recherches. Voilà, donc ça fait typiquement partie de ce qu'on appelle comité de professionnels. Et maintenant, on a comme ça des Java User Group aussi dans plein de régions de France. Vous avez en Lorraine, vous avez un aussi en Normandie, je crois.
Vous avez aussi, comme ça, des réunions, alors on m'échappe, type Codeur en scène, mais en Bretagne. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on voit partout, cet aspect communauté de professionnels. Et c'est vrai que l'informatique est un domaine qui évolue tellement vite qu'on a du mal à tout suivre. Et c'est une façon, sur une journée, d'arriver à vous dispenser de 100 heures de veille techno à peu près. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret en parlant d'une première méthode agile qui est Scrum. Donc Scrum, c'est une méthodologie de gestion globale, on va dire, d'un projet agile. Et ils ont essayé de reprendre notamment l'analogie du rugby. Donc déjà, Scrum, c'est une mêlée, au rugby en anglais, hein. Et l'idée d'une mêlée, c'est d'être plat pour faire progresser le ballon. Et donc l'idée ici, c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont pris Scrum, c'est qu'on est là pour travailler ensemble, pour faire avancer le projet. Sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui tienne le ballon, d'accord, qui soit le chef du projet. Et donc on reprend dans Scrum les principes de base agiles, donc des itérations courtes qui donnent lieu à des livrables. Donc ça veut dire que régulièrement, une période assez fréquente, on doit aboutir à une nouvelle version du logiciel qui fonctionne et qu'on peut livrer au client. Alors, on parle de livrable, on ne parle pas forcément de logiciel livré, d'accord? Mais en tout cas, ça veut dire qu'à la fin d'une itération comme ça, on a une version qui, si on veut, on peut donner au client. L'idée aussi, qu'on travaille ensemble, donc il n'y a pas de spécialiste. Et il n'y a pas non plus de prix manuel sur les performances. On est là, collectivement, pour faire progresser et travailler ensemble. Et l'avantage de ne pas avoir de spécialiste sur un domaine, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas on ne peut pas avancer là-dessus parce que le spécialiste du domaine, il est en arrêt. Le rythme de développement doit être soutenable et on a également le principe qu'une équipe doit s'auto-organiser. Alors, dans Scrum, ils ont décidé aussi de distinguer deux rôles, les poulets et les cochons. Donc l'idée cochon et poulet vient de cette BD-là. Ici, donc, l'histoire, vous avez un cochon et un poulet qui veulent ouvrir un restaurant. Et l'idée du restaurant, c'est qu'il va s'appeler Jambon et œufs. D'accord? Et forcément, vous comprendrez que le poulet et le cochon ne participent pas tout à fait de la même façon dans ce qui va être préparé dans le restaurant. D'accord? Voilà, donc on voit bien que les cochons sont beaucoup plus impliqués dans l'histoire que les poulets. Et donc, effectivement, dans les rôles des intervenants d'un projet Scrum, on va avoir d'abord les cochons qui sont donc complètement impliqués dans le projet. Dans les cochons, on va distinguer d'abord ce qu'on appelle le product owner, propriétaire du logiciel. C'est le client qui représente les utilisateurs. C'est ce que dans les approches de développement plus classiques, on appelle la maîtrise d'ouvrage, MOA. Mais voilà, disons qu'il va avoir, ça peut être juste un représentant éventuellement. Après, on a quelqu'un qu'on va appeler le Scrum Master. Alors, le Scrum Master, c'est surtout pas un chef de projet, c'est pas un chef d'équipe, c'est celui qui connaît la méthode Scrum le mieux, et c'est celui qui va pouvoir donner le plus de conseils à l'équipe sur est-ce que la méthode est bien appliquée, comment l'améliorer, comment s'assurer que le Product Owner et l'équipe travaillent bien ensemble. Voilà, en fait, le rôle du Scrum Master. Et puis enfin, on a l'équipe, qu'on va appeler soit team, soit stakeholders. Donc stakeholders, c'est un intervenant, partie prenante. Et donc dans un projet Scrum initial, une équipe, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui vont travailler ensemble pour spécifier, coder, valider, documenter les fonctionnalités. Mais à nouveau, il n'y a pas de spécialiste, tout le monde fait tout là-dedans. Alors à la base, Scrum, c'était fait pour des petites équipes, d'accord, 7 personnes, éventuellement jusqu'à 10. Mais après, il y a eu des tentatives, et pareil, dans les réunions type Codeur en scène, vous trouverez des comptes rendus d'entreprises qui ont réussi à faire du Scrum avec des équipes de 100 personnes. D'accord? Alors du coup, ça fait... en fait, c'est souvent divisé en petites équipes à nouveau de 5 à 10 personnes, mais ça peut fonctionner. Et puis, on va avoir, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas dans les autres méthodes, les poulets ou chickens, qui sont
des personnes extérieures, qui ne font pas partie de tout ça, mais qui sont intéressées. Donc ça peut être le patron de la boîte, ça peut être les utilisateurs finaux du logiciel, même si en fait, foncièrement, ce n'est pas eux qui vont intervenir à chaque jour dans le logiciel. Mais ils ont leur place dans le projet et régulièrement, ils pourront regarder où ça en est, donner leur avis. D'accord? On prend en compte ces personnes-là. Alors, quand on va vouloir faire du Scrum, on va commencer par initialiser le processus et pour ça, on va créer un backlog produit ou product backlog. Donc, backlog à l'origine, ça veut dire reste tendu. Donc, c'est tout ce qui reste à faire. Donc, a priori, ça va être une liste ordonnée de points développés pour le logiciel et chaque item va en général être identifié par une définition, un effort estimé, donc combien ça va coûter pour le développer, on verra après comment cet effort est évalué, et une valeur, c'est qu'est-ce que ça rapporte au client de mettre cette fonctionnalité-là, d'accord? Genre un traitement de texte qui vous permettrait de faire une traduction en anglais, c'est un peu moins important que le fait que votre traitement de texte permet de sauvegarder votre fichier, d'accord? Et donc, dans la démarche, en général, c'est le product owner qui va générer la liste des items. L'équipe va associer à chaque item un effort estimé. Puis ensuite, le product owner, éventuellement avec le Scrum Master, va donner une valeur à chaque item. Et ensuite, le product owner va associer une priorité aussi à chaque item pour maximiser ce qu'on appelle le ROI, Return on Investment, ou retour sur investissement. L'idée étant, en fait, de privilégier dans l'ordre de développement ce qui a le meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire ce qui rapporte le plus pour le coût le moins cher. Alors, comment estimer l'effort? Puisqu'en fait, le coût, on va l'estimer en termes d'effort. Eh bien, ça va être une estimation relative entre les items d'un backlog. Donc, relative, c'est-à-dire que si ça coûte 8, je ne dis pas que c'est 8 heures, que c'est 8 jours, que c'est 8 semaines, ou que c'est 8 tomes, d'accord? Je dis ça coûte 8, donc ça coûte un peu plus, 2 fois plus qu'un truc qui coûterait 3. D'accord? On est complètement sur du relatif. Et pour éviter les ambiguïtés, genre, est-ce que ça coûte 8, est-ce que ça coûte 7, eh bien, on suggère par exemple d'utiliser des termes de la suite de Fibonacci. Ce qui fait que sur des petites valeurs, on est très précis, et sur des grandes valeurs, on perd en précision, et c'est normal. D'accord? Effectivement, entre 1 et 2, il y a quand même un rapport 2, voilà. Sinon, par contre, après, entre 21 et 23, c'est pas grand-chose. Et comment on va estimer ça? Alors, pour estimer l'effort, il y a eu plein de méthodes qui sont sorties justement sur estimer combien de temps il fallait pour développer un projet. Notamment, vous avez toute la méthode Kokomo, par exemple, qui existe dans les gestions de projets classiques. Mais en fait, ça nécessite quelquefois, sur un gros projet, plusieurs semaines pour arriver à calculer une estimation qui, finalement, va être très approximative. On est passé par plein de trucs très précis, mais on aboutit sur quelque chose qui ne sera pas si précis que ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de passer beaucoup de temps pour un résultat moyen, on va y aller très vite. On aura un résultat qui sera pas forcément meilleur, mais qui ne sera pas pire, et on aura perdu beaucoup moins de temps. Et donc, une possibilité qui est suggérée, c'est d'utiliser le planning poker. Donc, qu'est-ce que c'est que le planning poker? Tout simplement, on prend les membres de l'équipe, elles ont chacun un jeu de cartes avec les termes de la suite de Fibonacci. Donc, par exemple, on va avoir les termes 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Et puis, on ne va pas aller jusqu'à l'infini, mais on va avoir une carte infinie après 21. D'accord? Je vais revenir après sur le rôle de cette carte infinie. Et puis, quand on arrive sur une fonctionnalité, chacun joue une carte face cachée. Donc, avec un terme de la suite de Fibonacci. Une fois que tout le monde a joué, on retourne les cartes. Et là, on regarde. Si tout le monde est d'accord, ou presque, on sera lié à la majorité. Si, par contre, il y a un écart assez gros, eh bien, le plus pessimiste va expliquer pourquoi il a mis cette carte-là. Le plus optimiste va expliquer pourquoi il a mis cette carte-là. Et il se peut très bien que le pessimiste, il s'est rendu compte d'un problème que les autres n'avaient pas vu. Il se peut très bien que l'optimiste, il connaisse une bibliothèque qui résout le truc en une ligne, là où les autres s'en étaient pas rendus compte, parce qu'ils ne connaissent pas la bibliothèque en question. Donc, on discute de ça, et puis on recommence. Maintenant que chacun a eu les avis de tout le monde, eh bien, on refait un vote. À nouveau, chacun rejoue une carte face cachée, on en discute. Et l'idée, c'est petit à petit, comme ça, de converger
vers une estimation de coût pour une fonctionnalité. Et le rôle de la carte infinie, il est là pour dire, je considère que ça va être trop compliqué comme fonctionnalité, il faut la diviser en plusieurs fonctionnalités. Je rappelle, l'idée c'est, à itération courte, de livrer une nouvelle version de logiciel, donc y avoir implanté une nouvelle fonctionnalité. Et si on fait des itérations de 15 jours, ça veut dire que la fonctionnalité, elle doit pouvoir avoir été implantée en 15 jours. D'accord? Donc ça, c'est l'initialisation. Après, sur tout le processus de développement, on va distinguer différentes phases. La première sous-phase, c'est la version de release. Donc ça, c'est ce qui donne une version délivrée avec une échéance moyenne qui est à peu près de 6 à 12 mois. Et quand on regarde par exemple maintenant le développement de beaucoup d'outils comme Java, par exemple Java, il y a une nouvelle version qui sort tous les 6 mois. D'accord? Donc ça, c'est un peu la phase release. Et puis, pour établir une release, eh bien, on va décomposer ça en sprints qui sont des versions courtes qui doivent aboutir à chaque fois à un livrable. Et à nouveau, je redis, un livrable, ça veut dire développer, documenter, tester. Et alors, dans Scrum, il mettait 4 à 6 semaines. On a tendance à réduire déjà sur au moins 4 semaines. Et même de plus en plus, les gens qui font de l'agile sont maintenant sur du livrable tous les 15 jours, voire quasi tous les jours. Et puis, donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque release, on va extraire du product backlog à un release backlog. Donc les fonctionnalités qu'on veut a priori avoir développées pour la prochaine release. Et puis, ensuite, pour chaque sprint, on aura un sprint backlog qui va être un extrait du release backlog, sauf qu'on verra que là, c'est plus tout à fait des fonctionnalités qu'on va avoir, mais ça va être des tâches. Alors ensuite, un sprint, comment ça se déroule? On commence par faire 2 réunions, au nom très évocateur, très explicite et très recherché, le sprint planning meeting part 1 et le sprint planning meeting part 2. Avec ça, on est vachement bien avancé. Alors en fait, la première réunion, elle est là, donc là, il y a le product owner qui participe, et là, on est là pour déterminer les items du release backlog qu'on aimerait voir implanter à la fin du prochain sprint. D'accord? Et pour savoir ce qu'on peut implanter dans un sprint, on va se baser sur la vélocité de l'équipe. Je vais revenir après sur cette notion de vélocité. Et puis, ça va permettre aussi à l'équipe de discuter un petit peu avec le product owner pour que l'équipe comprenne bien ce qui est attendu pour chaque fonctionnalité qui a été choisie. Et puis, la deuxième partie qui est là, ça va être une sélection définitive des items à implanter par rapport à cela éventuellement. Là, le product owner n'est pas forcément indispensable, s'il y a d'autres choses à faire, mais il est toujours le bienvenu. Et puis, c'est là qu'on va découper les items choisis du release backlog en tâches. Et en fait, ce sont ces tâches qu'on va mettre dans le sprint backlog. D'accord? Dans le sprint backlog, on va avoir des tâches, pas des fonctionnalités. Et puis, on va associer un effort estimé, cette fois-ci en heures, à chaque tâche. D'accord? Là où pour les fonctionnalités, on était avec des coûts relatifs. Alors, juste sur ces réunions, ici, on considère par exemple, si on a un sprint d'un mois, il faut qu'on ait moins de 8 heures de réunion au départ, pour initialiser le sprint. D'accord? Donc, une journée maximum pour lancer le sprint qui dure tout le mois. Même si on peut réduire, dans l'ensemble, une réunion, quand ça commence... Alors, là, on est sur des réunions qui sont un peu plus longues, mais la plupart des réunions, il faudra que ça ne dépasse pas 1 heure, pour être efficace. Au-delà d'1 heure, une réunion, en général, il y a beaucoup de temps perdu. Et puis après, on va aussi essayer d'estimer le temps effectif de développement quotidien. Enfin, non, il va falloir calculer le temps total dont on va disposer pendant le sprint, qui sera basé sur la disponibilité des développeurs. Combien on a de développeurs, en prenant en compte les éventuels congés, en prenant en compte un ou potentiel arrêt maladie, en prenant en compte le fait que peut-être qu'il y en a un qui va bosser sur un autre projet pendant ce temps-là. Et donc, on prend le nombre de développeurs qu'on va avoir au final, sachant qu'on va considérer qu'un développeur travaille à peu près sur le développement 4 à 6 heures par jour. D'accord? Parce que même s'il est là 8 heures dans l'entreprise, il y a les temps passés à discuter ou en pause, il y a les temps passés temps à aller jeter un coup d'œil sur son mail. Mais voilà, on considère qu'à peu près, et puis il y a tous les temps pris par le problème technique, l'imprimante qui ne marche plus, ou ce genre de truc. On
considère que finalement quelqu'un travaille réellement sur un projet 4 à 6 heures par jour. Après, éventuellement, on peut faire quand même dans ces réunions un début de conception préliminaire pour qu'on se mette un peu d'accord sur la structure, pour qu'ensuite, quand chacun va travailler sur ses tâches, eh bien, on travaille sur des choses qui fonctionneront bien après. Autre chose aussi, c'est que les tâches ne sont pas attribuées préalablement, sauf en cas de compétences uniques, mais comme je dis, c'est quelque chose qu'on va essayer de limiter, les compétences uniques. D'accord? L'idée, c'est que si jamais il n'y a qu'une seule personne qui a une compétence, c'est que très vite, elle forme d'autres personnes à cette compétence-là. Et du coup, on va voir après comment sont affectées les tâches. Et puis après, une fois qu'un sprint est initialisé, il doit se dérouler comme prévu jusqu'au bout. Comme prévu, c'est-à-dire qu'on garde les horaires qui étaient prévus, on ne cherche pas à développer une nouvelle fonctionnalité, on ne cherche pas à changer de fonctionnalité, à vouloir en implanter une autre. On part sur ce qu'on avait prévu. D'accord? Alors, est-ce que... Non, je ne vous ai pas parlé de la vélocité. Est-ce que j'en parle là? Non, j'en parle pas. Donc, qu'est-ce que c'est que la vélocité? Il faut que je parle de la vélocité. Tout simplement, la vélocité, ça va être à peu près, justement, en coût, par rapport au coût relatif qu'on a associé à chaque fonctionnalité, combien l'équipe est capable de produire sur un sprint. Et donc, sur un projet, au départ, on n'a pas vraiment d'idée. Donc, on va essayer d'estimer ça. On va dire, voilà, telle et telle fonctionnalité, ça devrait prendre à peu près tant de temps. Donc, je vais supposer, par exemple, que sur mon sprint, j'ai une vélocité de 100. Très souvent, au début, on surestime les capacités de l'équipe. Pourquoi? Parce que on est un petit peu optimiste et puis on oublie tout l'aspect pris en compte du projet. Et donc ça veut dire qu'on va s'attribuer des fonctionnalités pour un total de coût de 100 sur les sprints. Et puis finalement arrive la fin du sprint et on n'a réussi à implanter que 90. Alors déjà, on ne fait pas rush à la fin, tant pis, on n'a pas fait tout ce qui était prévu. Eh bien, on diffère ce qui n'est pas fait au sprint suivant, mais surtout on va mettre à jour sa vélocité. Alors, on n'a fait que 90, on va donc considérer que notre vélocité est de 90. Et ça veut dire que pour le prochain sprint, eh bien, on s'attribuera pour un coût de 90 en fonctionnalité implantée. Alors, très souvent après, pendant un ou deux sprints, on va encore être un petit peu imprécis, et on va finir d'ailleurs même par se sous-estimer. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on avance sur le projet, on connaît mieux les tenants et les aboutissants, on a une meilleure point de vue sur la structure, et donc finalement ça devient un petit peu plus facile. Donc on était à 100, après on passe à 90, on va passer à 92, et après on va passer à 95, et on va s'apercevoir que c'est à peu près ce qu'on va faire, et on va rester un peu là-dessus. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va, en 3-4 sprints, être à peu près capable d'estimer ce qu'on peut faire dans le projet sur le prochain sprint, donc par exemple sur les 15 prochains jours de nuit. Alors, ensuite, un sprint backlog, ça ressemble à quoi? Ça va être un tableau avec 3 colonnes et des post-it. On a un post-it par tâche. Et les colonnes, c'est à faire, en cours et fait. Et donc, au début du sprint, eh bien, tout simplement, on va mettre dans la colonne à faire. Donc là, j'ai ma colonne à faire. J'ai ma colonne en cours. Et là, j'ai ma colonne. Et au départ, eh bien, vous avez tous vos post-it qui sont ici. Avec donc un post-it par tâche. D'accord? Et comme ça, vous avez, je sais pas, moi, 50 post-it par exemple. D'accord? Et là-dessus, vous trouvez à chaque fois ici le nom de la tâche et un petit résumé de la tâche. Et donc, le matin, quand vous arrivez au travail, vous regardez un post-it qui est là. Donc celui-là, il me convient très bien. Vous le prenez, vous le mettez en cours. Donc on met tout le petit ici, là. Et là, par exemple, vous allez rajouter votre nom. Ça veut dire que vous vous êtes attribué la tâche. D'accord? Et puis, vous travaillez sur votre tâche. Et quand elle est faite, tout simplement, le post-it qui est là, vous l'enlevez d'ici et vous le mettez ici. Alors je rappelle, le fait,
En général, chaque entreprise doit bien définir ce qu'on fait, mais c'est au minimum, effectivement, développer, documenter, tester. D'accord? Voilà, alors, donc comme on le voit, il n'y a pas de préattribution des tâches. Donc là, vous avez fait ça. En cours de journée, peut-être que vous allez commencer à pouvoir prendre la tâche suivante. Donc le lendemain matin, quand vous arrivez, quand votre tâche ici elle est prise, bah, ce n'est pas vous qui allez choisir une tâche là, ça va être quelqu'un d'autre. Donc voilà, il n'y a pas de préattribution des tâches. Et le fait d'avoir ça avec des post-it et sur un tableau, ça fait que non seulement c'est très visuel, on voit toutes les tâches au fur et à mesure qu'elles progressent, et ça fait qu'aussi, bah, quand les gens arrivent le matin pour prendre leur post-it, ils se rencontrent. Donc ils peuvent éventuellement y discuter. Donc ça fait aussi partie des choses importantes. Je vous l'ai dit, c'est du physique, du présentiel, du face-à-face, autant que possible. D'accord? Voilà. Et après, éventuellement, oui, si une tâche n'est pas finie à la fin de la journée, on peut mettre à jour éventuellement l'effort restant pour le lendemain. Donc ça, c'est le sprint backlog. Alors ensuite, au quotidien, bah, également le matin, on va essayer de faire une réunion quotidienne, type stand-up meeting, c'est-à-dire que les gens restent debout. Alors, ça paraît un détail, hein, mais pourquoi les gens restent debout? Bah, tout simplement pour que ça ne dure pas longtemps. Et un quart d'heure, à peu près, ça doit durer, pas plus. L'idée, c'est que chacun arrive, donc il y a une dizaine de personnes, on dit ce qu'on a fait la veille, on dit ce qu'on compte faire dans la journée en question, et on peut parler éventuellement des embûches qu'on a rencontrées ou de ce qu'on prévoit comme embûches. Donc, grosso modo, ça, chacun le fait en 1 minute. D'accord? Et surtout, même par rapport aux embûches éventuelles, on n'engage pas la discussion. On fait juste un état des lieux. Après, peut-être que si sur les embûches qu'on prévoit ou les problèmes qu'on a rencontrés, il y en a un qui a une idée, pas de problème, il le note. Et après cette réunion quotidienne qui réunit tout le monde, alors, celui qui avait le problème et celui qui pense avoir une solution peuvent discuter dans ce qu'on va appeler un follow-up meeting, donc réunion qui suit, hein, voilà. Mais on ne fait pas perdre du temps à tout le monde avec ça. D'accord? On reste sur des choses efficaces. Et puis après, on passe sa journée en développement, on met à jour le sprint backlog, et puis également, on va mettre à jour le sprint burn down chart. Qu'est-ce que c'est que ça, le sprint burn down chart? C'est un graphique qui va avoir la forme suivante. Alors, j'ai une brosse quelque part. Donc j'ai ici la durée d'un sprint en jours, d'accord, ça c'est les jours. Donc là j'ai 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Admettons que j'ai un sprint de 15 jours jusqu'à 15 jours. Et puis là, j'ai ici l'effort. Et là, admettons j'ai un effort de 100. Eh bien, au début du sprint, je trace la courbe ici, qui est la courbe avec une progression à peu près constante. C'est-à-dire que le premier jour, je vais avoir fait 1/15 de 100, le deuxième jour, je vais avoir fait 2/15 de 100, etc. D'accord? Et à la fin de chaque jour, eh bien ici, je trace, j'enlève ici ce qui a été réalisé comme effort pendant le jour en question. Le jour suivant, c'est pareil, je relève ce qui a été fait, etc. Et puis petit à petit, on va avoir ce genre de truc. Et bien si on est au-dessus de la courbe, c'est constant globalement, qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Si à un moment, on passe au contraire en dessous, c'est qu'on est en train finalement de prendre de l'avance, qu'on va avoir terminé plus tôt. D'accord? Et c'est juste un truc graphique, mais qui permet notamment quand on est là, peut-être de se remotiver un petit peu. Et puis quand on est là, d'être content, et puis se dire que du coup on aura un peu de temps à la fin pour faire d'autres choses. Arrive la fin du sprint. Donc la fin du sprint, c'est au bout de 15 jours, qu'on est terminé ou pas. C'est-à-dire que peut-être que là, je reprends ici mon schéma, peut-être que au bout de 15 jours, je suis là. Donc il y a tout ça que je n'ai pas encore réussi à implanter. Je n'ai pas fait tout ce qui était prévu. D'accord? C'est pas grave. C'est quand même à la fin de mon sprint.
Et donc, c'est en général, très souvent, on commence par surestimer ses capacités, puis on sous-estime, et enfin, on se règle. Donc après, ben, on met à jour le release backlog en fonction de tout ce qui a été développé pendant le sprint, et aussi le projet backlog. Et puis, on prévoit une réunion de 5% du sprint à peu près pour faire tout ça. Donc, sur un sprint d'un mois, c'est un jour. Puis, on va faire ce qu'on appelle une revue de sprint et une rétrospective de sprint, je vais redire. Et puis, ben, on met ça à jour. Tiens, j'ai vu 2 fois ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la revue de sprint? Ça, c'est une réunion qui va concerner le produit. Donc, inspection et adaptation concernant le produit. Donc, l'équipe présente au product owner ce qui a été réalisé. S'ils peuvent, les poulets, c'est pas mal qu'ils viennent aussi à la réunion. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. C'est surtout être une discussion entre le product owner et l'équipe. Et on va aussi vérifier, par exemple, si tous les items marqués comme faits sont bien faits, donc développés, documentés, testés. En général, on en profitera aussi pour faire une démonstration. Et puis, on va réadapter le Product and Release Backlog, notamment quand on n'a pas finalement fait toutes les fonctionnalités qui étaient prévues. Voilà. Et on vous dit que ça ne va pas dépasser 30 minutes de préparation. À nouveau, l'idée, c'est pas de perdre son temps en réunion. Et après, la rétrospective de sprint, ça, c'est une inspection et adaptation concernant le processus. Donc là, le Scrum Master ici va être important, même si il doit limiter ses interventions, son but c'est d'être neutre. Et puis l'idée, c'est sur la façon dont s'est déroulé le développement pendant cette période-là, de faire 2 colonnes, ce qui a bien marché, ce qui a mal marché. Et après, chaque intervenant, c'est pareil, peut préparer des post-it qu'il va déposer dans chaque colonne, a bien marché, a mal marché. Et puis après, eh bien, on regarde ce qui a été, où on écrit au tableau, hein, on met des barres pour indiquer combien de personnes ont indiqué la même chose. Et tout ce qui a bien marché, eh bien, on va essayer d'en décliner des règles pour le réutiliser systématiquement. Et tout ce qui a mal marché, eh bien, on va essayer de voir comment on pourrait corriger ça pour les prochains sprints et éventuellement aussi les prochains projets. Voilà, donc ça, c'est un peu la philosophie de Scrum sur, donc, on voit que c'est très gestion de projet. Il y a une autre méthode agile qui est Extreme Programming ou XP. Alors là, je vous en cite 2, mais il y en a d'autres, des méthodes agiles. Après, il y en a qui vont s'inspirer d'autres choses qui sont plus ou moins voisins de ce qui est agile. Et pourquoi je vous parle de là? Scrum, c'est quand même encore la plus utilisée pour les champs de projet. Et XP, on va voir qu'elle rentre finalement beaucoup plus dans la pratique du développement. On va retrouver dans XP des choses qui viennent des méthodes agiles qu'on a dans Scrum, donc des itérations courtes, pas de spécification et conception globale initiale, mais ce que va prôner XP, notamment, c'est faire du test-driven development, c'est-à-dire qu'on commencera par écrire des cas de test. Et ça, j'en reparlerai après, quand on aura fait le cours sur les tests, je vous parlerai de comment on met en œuvre du développement utilisant ce qu'on appelle donc, du TDD. Alors, en général, aussi, ce que propose par contre XP, c'est d'avoir une phase très courte, 1 mois, qui permet de cerner un peu le projet, et notamment tout ce qui est fonctionnalité implantée, ils vont appeler ça des user stories. Et on va essayer d'établir une liste de user stories, établir un petit peu un premier plan de développement, une première version du logiciel. Alors souvent c'est réduit à 3 fois rien, mais ça permet déjà d'avoir une idée un peu de l'architecture globale. Et ça c'est juste une phase d'initialisation, et puis après on fonctionnera avec des sprints un peu à la Scrum. Et donc une user story, c'est une estimation de coût en points abstraits, donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait. On a aussi la notion de vélocité, et puis le client qui va affecter les user stories aux itérations. Et une user story, donc là c'est précisé un peu plus à quoi ça ressemble que l'idée de fonctionnalité de Scrum. L'idée c'est quelques phrases informelles et ça doit tenir sur une fiche cartonnée 8 par 13, d'accord, ou un post-it. L'idée c'est que voilà, sur un petit machin comme ça, vous savez à peu près ce que vous devez implanter derrière, d'accord. Il ne faut pas que vous ayez 5 pages à lire ou même 3 pages pour comprendre ce qu'il faut faire. Il faut que ça tienne sur assez peu. Et c'est ce qui va permettre, notamment aussi ma charge de travail, de définir les tests fonctionnels pour la validation et aussi de planifier le travail. Après, on retrouve
un déroulement ici qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a avec Scrum. Alors aussi, ce qui est précisé dans XP qu'on n'a pas avec Scrum, c'est l'intégration en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, on transfère toutes les modifications qu'on a faites dans notre code sur le dépôt Git, que derrière, on a un outil type Jenkins ou type maintenant ce que peut faire GitLab avec les aspects CI/CD, qui vont permettre de fusionner ça avec le code fait par les autres développeurs et de pouvoir lancer éventuellement des tests, des outils comme Checkstyle là-dessus. Pourquoi pas même d'aller directement de redéposer la nouvelle version chez le client, réinstaller et tout et tout. D'accord? Enfin, ça c'est après c'est la livraison en continu. L'intégration en continu, c'est vraiment on fusionne et les tests unitaires, chacun peut les faire chez soi, mais toutes les nuits, il y a des tests d'intégration et des tests fonctionnels qui sont refaits sur l'ensemble du code. Oui? Est-ce que il y a aussi les rôles de Scrum? Non, on a pas product owner, vu que je vois qu'il y a une réunion finale. Ouais, mais c'est vrai que, disons qu'en tout cas, on ne trouve pas les mêmes noms de rôles. Après, on dit le client, mais sur l'aspect gestion de projet, XP est moins précis que Scrum. C'est pour ça que, moi, les deux sont des méthodes agiles, mais j'ai situé à deux niveaux différents. Je vois Scrum plus sur la gestion globale du projet, et XP, je vois plus après sur l'aspect vraiment développement, qualité de code. Donc, par exemple, le TDD, Test Driven Development, ça, c'est pas un truc finalement dont Scrum va se préoccuper, mais XP le prône. Après, si par contre, XP, lui, c'est des sprints, c'est 2 heures. C'est 2 semaines, pardon. Oui, c'est pas écrit ici. Mais XP prend des sprints beaucoup plus courts que Scrum. Scrum, au départ, c'est des 4 à 6 semaines. XP, c'est plutôt 15 jours. Et d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant qui font de l'agile sont sur 1 à 2 semaines maintenant. Avec l'intégration en continu, finalement, on peut avoir des sprints assez rapprochés. Et donc après, voilà, donc comme je disais que XP est plus sur, je dirais, l'aspect qualité de code, il impose une uniformité de code, une responsabilité collective du code, il impose de travailler en binôme. Normalement, quand on fait de l'XP, on travaille en binôme, comme je vous l'ai expliqué, donc il y a un pilote et un copilote. Le pilote, c'est celui qui est dans le clavier et qui colle. Le copilote, il est à côté, il fait une sorte de débugage en direct, de l'apprentissage, de la correction, et tous les jours, on change. Et l'idée de tout ça aussi, je vous ai dit, dans les méthodes agiles, on n'aime pas les spécialistes, et bien ça fait que quand il y a un truc où il y a une cité de compétences et qu'il y a un spécialiste, et bien c'est pas mal, c'est que pendant 1 ou 2 jours, le spécialiste il est pilote, avec un copilote à côté, et comme ça, le copilote va finalement s'auto-former en regardant ce que fait le spécialiste. Et petit à petit, le copilote va aussi devenir un expert du domaine, et pourra ensuite être pilote et puis former d'autres personnes éventuellement. Voilà. Scrum aussi insiste beaucoup sur l'importance des tests unitaires, ça c'est pareil, on en parlera quand on parlera des tests, qui doivent précéder le codage, sans cesse réexécuter. La simplicité du code, donc ne pas anticiper les généralisations, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est un des principes des manifestes agiles, minimiser la somme de travail non fait. Ne pas optimiser si ce n'est pas nécessaire, parce que quand on optimise, déjà ça prend du temps d'optimiser, puis souvent on obtient derrière un code qui va être très difficilement maintenable. Voilà. Et ça prend aussi le refactoring en continu pour avoir une très bonne qualité de code. Voilà. Donc sur le refactoring, je ne sais pas si je vais vous en parler plus, mais on a vu déjà un petit peu un certain nombre de choses. Donc le refactoring, le but c'est de maintenir un code propre et facile à faire évoluer. C'est-à-dire un code tel qu'une évolution donnée n'entraîne qu'une seule modification. Ça c'est, je modifie un truc, je ne dois pas avoir à toucher à 15 endroits dans mon code. C'est d'ailleurs le principe Single Responsibility Principle, des principes solides par exemple. D'accord? Et donc tout ce qu'on a pu voir, notamment dans la qualité de code, eh bien ça doit être des choses qui vont vous guider pour faire du refactoring. Le but c'est qu'un petit peu tout ce qui est mal vu dans l'aspect qualité de code, eh bien on puisse le mettre à jour dans ce travail de refactoring. Vous avez ici un site refactoring.com ici, qui vous liste ce qu'ils appellent des anti-patterns, donc des choses qui sont qui révèlent des choses mal conçues. Alors là, on est là où Checkstyle par exemple était, ou même les principes de CodeSmell, c'était sur des choses assez précises.
Là, on peut être sur des choses un peu plus générales. Par exemple, je vous mets celui-là ici, j'appelle The Blob, un objet sur l'essentiel des responsabilités. Et donc ça, on va s'en apercevoir parce qu'on s'aperçoit que sans arrêt, on doit passer par cet objet-là. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, au niveau de toute l'application, à chaque fois, pour les anti-patterns ici, ils déterminent les causes. Donc ça peut être soit de la paresse, on n'a pas pris le temps de réfléchir un peu à la structure de code, ou précipitation, c'est pareil, on a voulu aller le plus vite possible, et du coup, on n'a pas fait sur le refactoring à chaque fois, pour avoir quelque chose de mieux structuré. Et donc à chaque fois, il y a la solution. Et il y a souvent ici cette exemple de mise en évidence. Donc si par exemple, à un moment, quand on explique son code à quelqu'un, on lui dit, tu vois, cette classe-là, c'est vraiment le cœur de l'application, c'est certainement qu'il y a un problème. D'accord? Voilà, donc il y en a un certain nombre ici, je vous ai résumé. Donc obsolescence perpétuelle, si votre application utilise des outils qui sont sans arrêt mis à jour, mais avec des modifications qui font qu'il n'y a pas de compatibilité ascendante. Et ça va arriver notamment si vous utilisez des outils qui utilisent des formats propriétaires. Si votre outil utilise son format interne de données, à chaque fois qu'il évolue, peut-être que le format interne de données aura changé. Si votre outil utilise un XML avec une DTD bien spécifique, eh bien, vous êtes sûr que ça ne peut pas standard, et même si l'outil évolue, vous aurez le même format d'échange de données, par exemple. Donc ça peut être aussi une chose, c'est faire attention aux bibliothèques qu'on utilise des logiciels qui se plient à des standards. Le code mort, ça, on en avait déjà parlé. Ça, je vais pas en parler. Décomposition fonctionnelle, ça, si on s'aperçoit que finalement, eh bien, on n'a pas vraiment une structure à base de classes, des choses qui sont très structurées objets, et on est juste sur des fonctions un peu à la C. Quand on est dans un langage objet, ça peut être problématique. Ça peut être soit qu'on est parti d'un projet qui n'était pas objet et on n'a pas su faire le refactoring adéquat, ou alors que peut-être qu'on a eu à une époque des développeurs qui ne maîtrisaient pas bien les concepts objets. Donc ça fait partie des choses éventuellement à revoir. Oui, après... Ouais, je vous parlais celui-là, par exemple, le Golden Hammer ou marteau doré. Ça veut dire qu'on va toujours utiliser le même outil à tort et à travers. Alors certes, il peut faire tout ce pourquoi on l'utilise. Mais en fait, souvent, il y a bien mieux que lui pour tel ou tel truc. D'accord? En bricolage, vous avez quelquefois des outils un peu multifonctions. Même un truc tout simple. Hein. Sur un couteau suisse, à partir du 3e ou 4e modèle, vous avez facilement 3 tournevis. C'est bien pratique, en plus vous avez pas de ciseaux, etc. Maintenant, c'est pratique d'avoir ça dans la poche quand on est en randonnée. Ça dépanne, mais c'est pas pour autant un bon tournevis. D'accord? Si vous avez un truc qui est bien serré, c'est pas avec un petit machin comme ça que vous allez avoir la force nécessaire après pour les serrer. C'est pareil, les ciseaux d'un couteau suisse, ça dépanne bien, mais il y a quand même mieux qui existe comme ciseaux si vous avez besoin de bons ciseaux. D'accord? Donc, l'idée du marteau doré, c'est voilà, vous avez un outil. Alors, encore, le couteau suisse, on sait que c'est un outil qui est fait de petits trucs qui dépannent bien. Mais quelquefois, vous avez un truc qui peut faire des choses très puissantes, mais à chaque fois, vous allez trouver comment le déformer pour faire telle chose. Genre, le couteau suisse, éventuellement, ça peut me servir de marteau. Hein, je peux taper comme ça pour enfoncer un truc. Mais voilà, j'ai détourné l'usage du couteau suisse, qui avait quand même bien mieux. D'accord? Et donc ça, c'est ça le truc du marteau doré. Alors, les causes, ça peut être quoi? Ça peut être l'étroitesse d'esprit. Je connais mon truc, je ne suis pas allé voir ailleurs. Ça peut être la fierté, ouais, parce que l'outil, c'est moi qui l'ai développé. Alors, je suis tellement fier que je vais le mettre à toutes les sauces. D'accord? Ou alors, j'ai été formé à l'outil, maintenant, il faut quand même que je rentabilise l'information. Donc, je vais dire, vous voyez, en fait, ça sert. Voilà. Et donc, les solutions, c'est assurer une bonne veille technologique pour savoir ce qui existe à côté, et il y a certainement d'autres choses. Et puis, éventuellement, changer complètement aussi son processus. Voilà. Alors là, donc l'impasse, ça c'est ce qui est arrivé quand on a récupéré une bibliothèque, et derrière, j'ai décrit des classes qui sont par exemple des extensions de la bibliothèque, des classes qui héritent des classes de la bibliothèque en question. Et moi, c'est mes classes que j'utilise, mais qui héritent de cette bibliothèque-là.
Et le problème, c'est qu'un jour, la bibliothèque en question, elle n'est plus maintenue, elle n'est plus adaptée à ce qui sort, et j'ai toute une partie de mon code qui l'utilisait, et je ne peux plus faire évoluer mon code parce qu'il repose sur une bibliothèque qui n'est plus maintenue. Et donc c'est ça le problème de l'impasse. Donc c'est là aussi que la version de dépendance peut aider, et du coup on aide à s'abstraire un peu de ces choses particulières, et on peut un jour ou l'autre du coup plus facilement changer nos outils. Donc voilà un petit peu résumé très rapidement les principes du manifeste agile, et puis aussi de l'artisanat du logiciel, et vous faire comprendre pourquoi c'est aussi que j'essaye de faire dans le cadre de ce cours, c'est vous mener à tout ça, c'est utiliser des outils qui vont permettre d'assurer ça, si possible, avoir derrière un code de qualité, parce que c'est ce qui est de plus en plus recherché. Et si vous regardez le marché de l'emploi en informatique, on considère qu'en France, il faudrait qu'on forme, je ne sais plus, entre 5 et 8 000 ingénieurs en informatique de plus par an. Donc, il y a une nette demande, d'accord? Mais après, les boulots que vous avez avec un bac plus 5, vous avez des boulots totalement intéressants quand vous avez des super boulots. Et qu'est-ce qui va faire qu'une boîte qui vous propose des super conditions avec un travail intéressant va vous choisir vous plutôt qu'un autre? Et bien, ça va être notamment parce que vous êtes capable, effectivement, de produire du code de qualité. Il y a de plus en plus de boîtes maintenant qui font carrément passer des tests quand on recrute un ingénieur. Si vous allez travailler chez Google, vous n'êtes pas qu'avec un CV. Hein. Derrière, vous avez des tests à passer et on va juger de la qualité de ce que vous pouvez produire en un temps donné. D'accord? Et vous n'aurez pas le même salaire et les mêmes conditions de travail chez Google que dans la première SS2I du coin. Ce qui ne veut pas dire que je méprise les SS2I. Hein, voilà, il y en a qui font du très bon boulot, mais il y en a qui aussi exploitent beaucoup leur personnel. Voilà. Et après, si vous voulez avoir quelque chose de bien, visez la qualité. D'accord? Donc voilà pour cet aspect agile. Alors maintenant, on va revenir sur Git. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté ici. Et donc, on va parler ici. Maintenant, donc je vous avais montré comment on pouvait utiliser GitLab, comment on interagissait entre un projet et GitLab. Alors, si avant peut-être ce que je vais vous faire, c'est que je vais essayer de simuler deux utilisateurs qui travailleraient sur un même projet. Alors. Stage fort aussi, il faut dire. Je n'ai pas volé du plein, je crois pas. Donc ici, j'ai le projet Hello World sur lequel j'avais commencé à travailler la dernière fois. Alors ce projet, où est-ce que je l'ai mis ici? C'était... Voilà, donc là, ça, ici, là, git status, gitlog, j'ai le projet Hello World qui est celui-là. D'accord? Maintenant, je vais supposer ici, dans un autre onglet, je vais essayer de pas, je ne le mets pas de la même taille, vous voyez, je vais simuler un autre utilisateur. Donc je vais faire un, qu'à dire autre, cd autre, git clone. Et pour distinguer, je vais faire un git config -l, user.name. Voilà. Je le fais passer pour un autre. Ah pardon, il faut que j'aille dans mon répertoire. J'affiche pas, c'est hello world, voilà. Voilà. Autrement dit, quand je suis là,
je m'appelle Johan Pigné, et quand je suis là, je m'appelle Bruno Mermet. D'accord? Alors, maintenant, on va imaginer que, et puis je vais quand même faire un guide config aussi, user.email égale .pigné @. Donc, on va supposer que ici, en tant qu'utilisateur Bruno Mermet, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je vais faire un ici Emacs opération.java, public classe opération, public int add int a b return a plus b javac opération.java, c'est bon. Donc là, si je fais un git status, il me dit bien que opération.java ne sera pas transféré lors du prochain commit. Donc je fais git add opération.java. Je fais un git commit-m, ajout d'une opération addition. Et donc maintenant, si je fais un git log, faire un git log one line, ici, je vois bien que moi, je suis passé là. Par contre, comme je n'ai pas fait de push, le dépôt, a priori, il est toujours là. D'accord? Ce qui veut dire que si, d'un autre côté, ici, Johan Pigné fait un git pull pour récupérer ce qu'il y a sur le dépôt, on lui dit déjà à jour. Donc lui, il ne sait pas que j'ai fait ma modification. D'accord? Là, il peut travailler, et pour, par exemple, Emacs, il va faire un affichage.java. Donc public classe affichage. Voilà, public void affiche. Out. Voilà. Et donc la même chose, java affichage.java, ça marche. Donc git add point, git commit-m, ajout une classe d'affichage. Git log-one-line. Voilà. Donc là, si on regarde bien, hein, côté Johan Pigné ici, j'ai une nouvelle version, ajout d'une classe d'affichage qui vient de la version ici, qui était la 2.5a989. Et ça, c'est la version 2bb420f. Si je regarde ce que j'ai moi, je viens bien de la 2e5a989. Par contre, ma nouvelle version, c'est la 1e2 ED17. On voit bien que ça n'a pas le même hash que la version qui est là. Admettons maintenant que Johan Pigné décide de transférer cette version-là vers le serveur. Il va faire donc un git push. Et donc, ça veut dire qu'ici, si je regarde maintenant, déjà, si je regarde ici avec un git log one line, je vois que maintenant, ici, je suis au courant qu'a priori, le serveur, il est bien sur ma version actuelle. On peut le revérifier ici. Si dépôt, je recharge ici les fichiers, je vois que maintenant, j'ai bien la classe affichage.java qui est apparue. D'accord? Si je vais maintenant, d'ailleurs, sur les commits, je vois ici qu'effectivement, c'est apparu. Alors oui, ici, le problème, c'est qu'il met Bruno Mermet parce que j'ai fait avec des identifiants de connexion. En fait, si je fais un git log, ici, on voit bien que l'auteur, c'est marqué Johan Pigné. D'accord? Tiens, par contre, j'ai modifié, bon, c'est bizarre. Mais tenez, faites comme si là, ici, il y avait écrit Johan Pigné. Hein. C'est parce que je travaille sur la même machine avec la même clé SSH. C'est pour ça qu'il me met ça. Maintenant, si je reviens sur ce que j'ai fait moi, si là, j'essaye de faire un git push pour transférer ce que j'ai fait sur le serveur, je vais avoir le message suivant. Impossible, les mises à jour ont été rejetées car la branche distante contient du travail que vous n'avez pas en local. D'accord? Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais faire un git pull. Git pull,
ça va récupérer la version qu'il y avait sur le serveur et ça va tenter la fusion. La fusion, je rappelle, ça marche si je n'ai pas touché à un même endroit dans un fichier. Ici, il m'ouvre directement l'éditeur. Ça veut dire que la fusion a réussi. Effectivement, je n'ai pas touché au même endroit dans un fichier puisque ce sont deux fichiers différents. D'accord? Donc là, je laisse le message qu'il m'a mis. Et donc, ici, vous voyez, il m'a bien mis ici, merge. Ici, ça consistait à ajouter les 5 lignes, en fait, les 5 lignes d'affichage. Et donc, si je regarde maintenant mon projet, j'ai opération.java que j'avais développé moi, et j'ai également le affichage.java. D'accord? Et si je fais un git log, eh bien, je vois que j'ai une nouvelle version ici qui a été générée, qui est la fusion de ce qu'avait fait Johan Pigné et de ce que j'avais fait moi. D'ailleurs, si je fais un --graph, on le voit ici que cette nouvelle version, c'est bien une fusion de ceci, ce que j'ai fait, et de ceci, ce qu'a fait Johan Pigné. Les deux traits ici, il parle des étoiles qu'il y a là. D'accord? Alors attention, là, la fusion, elle est faite chez moi. Sur le serveur, ici, si je regarde, j'ai toujours que affichage.java. D'accord? Si je veux maintenant transférer cette fusion sur le serveur, il faut que je fasse un git push. D'accord? Et maintenant, effectivement, sur le serveur, j'ai opération et affichage. Et ça, on peut le revoir d'ailleurs si je fais graphique. Là, où là, on revoit à nouveau ici que j'ai bien fusionné ici, ajout d'opération d'édition et ajout d'une classe d'affichage pour obtenir ce qui est là. D'accord? Alors maintenant, comment je vais faire concrètement quand je vais vouloir travailler, développer une nouvelle fonctionnalité? Je ne vais pas travailler directement ici dans la branche main ou master comme j'ai fait là. Punch. Donc là, j'ai deux branches, mais une addition. La branche addition, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps ici. Je vais la laisser tomber pour le moment. Admettons, je vais développer une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, multiplication. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer une branche pour la fonctionnalité. Git branch multi. Du coup, là, on voit que j'ai bien une nouvelle branche qui s'appelle multi. Mais là, pour le moment, je suis toujours sur la branche main. Et mes modifications, maintenant, je vais la faire dans la branche multi. Donc, je passe sur la branche multi, git checkout multi. On voit bien que cette fois-ci, je suis sur la branche multi. Et maintenant, eh bien, je vais travailler là-dedans. Donc là, je vais faire emacs opération.java. Et je vais faire, par exemple, un public int mult, int a, int b, et return a multiplié par b. Voilà. Java opération.java. Et c'est bon. D'accord? Donc là, maintenant, si je fais un git status, opération.java est modifiée. Donc je fais git commit-a-m. Alors là, comme c'est une modification, je ne suis pas obligé de faire un add, je peux faire un commit-a. Je rappelle, le -a, ça permet de faire un add pour les fichiers qui étaient déjà pris en compte par Git. Voilà. Moi, j'ai fait ça de mon côté. Pendant ce temps-là, on va supposer que Johan Pigné, lui, veut développer la fonction différence. Donc, il va commencer par récupérer la version qu'il y avait sur le serveur, parce que lui, pour le moment, il n'a pas opération.java. D'accord? Donc, il faut qu'il se mette à jour avec le serveur. Git pull. Maintenant, il a bien opération.java. Donc, il va faire emacs opération.java. Et là, public int diff de int a, int b, return a-b. Voilà. Javac opération.java. Ah, une erreur. Vous voyez, toujours compiler avant de faire un commit. Hein. Un commit, c'est vraiment quelque chose qui doit marcher. Donc là, je me suis trompé quelque part. J'ai oublié de fermer la collade. Voilà.
Donc maintenant, pareil, git commit-a, pardon, erreur, j'aurais dû me mettre dans une branche soustraction. Donc, si je fais un git status, il me dit effectivement que j'ai modifié l'opération.java, mais si je veux revenir à la précédente version, je vais faire un git restore. Donc je peux faire un git restore opération.java. Du coup, si je fais un git status, maintenant il me dit que je suis à jour. Donc je peux faire donc mon git branch différence, puis git checkout différence. Et maintenant, donc je suis sur la branche différence, je peux faire un Emacs opération.java. Je refais ici public int diff de int a b terme a b. C'est bon, donc git commit-a-m ajout d'une différence. Ouais. Alors là, git log-one line. Ici, je suis ici, mais je suis sur la branche différence. Si je considère que j'ai terminé de développer ma fonctionnalité différence, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais passer dans la branche principale, donc git checkout main, et là, je vais fusionner ce que j'ai fait dans la branche différence, git merge différence. Du coup, là, ça a été mis à jour. Si on regarde maintenant, je suis là, donc main pointe aussi là-dessus. J'ai terminé de travailler sur ma différence, je peux donc supprimer ma branche différence. Là, si je fais git branch, j'avais différence. Maintenant, je fais git del, git branch, pardon, -d différence. Il me dit qu'elle est supprimée. Effectivement, git branch, je n'ai plus la branche différence. Alors là, je vais faire un raccourci, mais vous allez comprendre exactement ce qui se passe. Maintenant que j'ai fait ça, je fais un git push pour transférer ça sur le serveur. D'accord? Voilà, donc ça, côté serveur, maintenant, est intégré, donc, le travail qu'a fait Johan Pigné ici avec l'ajout d'une différence. Maintenant, je reviens ici. Ici, où je suis Bruno Mermet. Donc là, je suis sur la branche multi. Et donc, si je fais un git status, pour le moment, je suis à jour puisque j'avais fait un commit de ma branche multi. Maintenant, ce qu'il faut que je prenne en compte, c'est que régulièrement, effectivement, pendant que je travaille sur ma branche multi, je vais considérer que là, j'ai plein d'autres choses à faire encore sur cette branche-là. Notamment, je voudrais aussi ajouter la division pendant que j'y suis. Eh bien, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui ont été modifiées sur le serveur. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais régulièrement repasser sur la branche main. Et là, je vais faire... Donc là, si je fais un git log, one line, graph. Ici. Donc là, moi, je suis là, sur la branche main. D'accord? Attention, parce que... est-ce que là, je verrai du coup? Non, je l'ai pas... pourquoi elle apparaît pas... Ah, j'ai pas mis tiret roll, c'est pour ça. Ça, en fait, ce que je voulais. Alors que pendant ce temps, ma branche multi, elle est là. Mais là, je suis ici. Donc là, je vais faire un git merge. Autrement dit, je fusionne ma branche main avec la branche main distante. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que j'ai d'ailleurs ici? Si je fais un... Regarde mon fichier opération.java, j'ai juste le add. D'accord? Puisque la multiplication, elle existe, mais dans ma branche multi. Donc là, je tente un git merge, un git pull, pardon. Et là, ça marche sans problème. Si je regarde maintenant more opération.java, j'ai bien diff qui est apparu. D'accord? Alors, si je refais un git log, ici,
On voit donc que main, elle est là, ici. Elle vient de cette version-là. Et en fait, depuis ma précédente version, j'ai main qui est là, donc qui a pris en compte la différence, et j'ai multi qui est là avec sa multiplication. Maintenant, je rebascule sur la branche multi. Et donc, je sais que ma branche multi, elle me prend du temps à être développée. Et donc, je ne peux pas la fusionner tout de suite dans le main. Elle n'est pas finie. Je fusionnerai dans le main que quand elle sera finie. Par contre, je vois bien que là, mon main, il a évolué. Et si je veux que ma branche multi, elle ne soit pas trop éloignée du main quand je réintégrerai multi dans le main, eh bien là, je vais décider de réintégrer dans ma branche multi ce qui a été fait dans le main. Donc maintenant, je suis passé dans multi, je fais un git merge main. Donc ça me permet, avec le fait que je suis passé dans main, que j'ai fait un pull et je reviens dans multi et je fais un merge, de réintégrer dans ma branche multi tout ce qui a été fait dans le main par tout le monde et qui a été déposé sur le serveur. Et là, voilà ce que j'ai. J'ai une tentative de fusion automatique et j'ai un conflit qui apparaît. Pourquoi j'ai un conflit? Parce que si vous vous souvenez bien, où est-ce que Johan Pigné avait modifié opération juste après add? C'est là qu'il a rajouté diff. Où est-ce que moi j'ai modifié opération juste après add? C'est là que j'ai rajouté multi. Donc j'ai modifié opération au même endroit. Du coup, il y a un conflit. Et d'ailleurs, si j'édite maintenant opération.java et que je vous mets ça en plus gros, voilà ce qui apparaît. D'accord? On voit que ici, j'ai le début qui est commun, j'ai la fin qui est commun, mais là j'ai ce qu'il y a dans la branche main, avec le diff donc, qui a été introduit par Johan Pigné, et ce qu'il y a dans ma branche ici. Et donc je dois décider ce que je fais de tout ça. En l'occurrence, moi je vais garder les deux. Donc, après l'ordre importe peu, si je veux modifier, je décide là de garder les deux. Des fois c'est pas si simple que ça, hein. Mais là ça me suffit. Et une fois que c'est fait, au niveau du statut, là il me dit opération.java a été modifiée. Je vais faire un git commit-a-m fusion de la branche soustraction diff. Ouais. De l'ajout de la différence avec l'ajout de la multiplication. Voilà. Et cette fois-ci, si je fais un git status, il me dit que je suis dans l'état correct. Et si je fais un git log one line decorate all graph, eh bien je vois bien que j'ai repris l'ajout de la différence et l'ajout de la multiplication pour créer ici ma nouvelle version qui est la fusion, qui est la branche multi. Du coup, maintenant, je sais que ma branche multi, elle a réintégré tout ce qui a été fait dans le main, plus son travail à elle. Donc je peux continuer de modifier dans ma branche multi, ici. Donc je peux rajouter, comme je vous disais, la division. Public int div de int a in b, return a divisé par b. J'ai une erreur. Où est-ce qu'elle est mon erreur? À inset. Ah, ça se trouve, j'étais planté dans la fusion. Vous voyez, je n'ai pas compilé, bah oui. Alors, là, on s'aperçoit que j'avais mis d'ailleurs mon code dans un état incorrect. Et c'est ça ce que j'ai fait. J'en ai fait un commit. Donc, j'ai un commit qui est erroné. Donc, ce que je vais faire ici plutôt, c'est que si je fais un git status ici, il me dit modifier. Donc, je vais annuler mes modifications. Voilà. Je reviens donc à l'état où je me suis rendu compte qu'opération.java a été erronée. Donc je rajoute mon accolade. Je compile javac opération.java. Ça marche. Et donc je vais refaire un commit. Git log. D'accord. Mais en fait, je veux supprimer ce commit-là. Je veux que j'ai qu'un seul commit qui représente ça, puisque ça, c'est un commit incorrect.
Donc ici, ce que je vais faire, après avoir fait mon git add point, je vais faire un git commit -amend. Ça, c'est pour dire que ce commit-là, c'est pour modifier le précédent commit. Par contre, je garde le même message. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire que si là, je refais un git log wildline, eh bien, ici, j'ai toujours le même message. Par contre, j'ai plus le même numéro de hash. Là, j'avais un 48D quelque chose. Là, j'ai un 196E. Mais surtout, ça veut dire que finalement, dans mon historique, maintenant, j'ai que la version correcte de la fusion. D'accord? Donc maintenant, je reprends. Je peux modifier opération.java en rajoutant la différence. Public int, la division, je veux dire, div. J'arrête. Voilà. Du coup, git commit-a-m, ajout de la division. Voilà. Donc cette fois-ci, si je refais un git log, on voit que c'est bon. Donc j'ai terminé ma branche multiplication. Je repasse dans ma branche main. Main. Voilà. Je fusionne ma branche multi. Je supprime ma branche multi. Et puis maintenant, je fais un push, git push, git push, tout simplement. Voilà. Et comme entre-temps, personne n'avait remodifié ce qu'il y avait sur le serveur, mon push est passé. D'accord? Donc voilà comment on peut travailler à plusieurs avec Git. Donc, ça c'est la version de base. Chaque fois que j'ai une fonctionnalité à créer, je crée une branche, je travaille dans ma branche. D'accord? Il faut penser régulièrement, si c'est une fonctionnalité qui est longue à développer, à se resynchroniser avec le main du serveur pour éviter que notre branche commence à être trop éloignée, qu'après le travail de fusion de la branche avec le main qui est sur le serveur soit trop compliqué à faire. D'accord? Alors, il y a éventuellement une autre façon de faire qui est d'utiliser ce qu'on va appeler des fork requests ou des pull requests. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va consister déjà à faire un fork d'un projet. Qu'est-ce que c'est qu'un fork? C'est copier un dépôt GitHub sous la forme d'un nouveau dépôt GitHub. Et ça va permettre de dire, le premier dépôt GitHub, le dépôt source ici, il n'y a que quelques personnes autorisées qui peuvent le modifier. Je blinde. Du coup, quand quelqu'un veut participer au projet, il va faire un fork de ce dépôt-là, et il va travailler sur ce fork. Et il travaille exactement comme je viens de faire là, sauf qu'a priori, il sera peut-être tout seul, et ce sera plus facile parce qu'il n'y a personne d'autre qui va modifier. Mais au moins, il a quand même son dépôt qui permet d'héberger ces différentes versions du projet, avec la sauvegarde qui est mise en place par le GitLab qui est derrière. D'accord? Donc, pour créer un fork, vous avez sur un projet, ici, une icône fork, qui existe. Alors, dans la version actuelle que vous avez ici, si je reviens ici, là, où est-ce que ça va apparaître? Évidemment, une fois sur l'autre, la configuration change. C'est ça, non? Non, je n'ai pas là. Activité. C'est quoi ça? C'est étiquette. Demande de fusion non plus. To-do list non plus. Alors, où est-ce que après le truc qui permet de forquer le projet? Non, ça c'est pour créer un nouveau projet. Demande de fusion. Alors voilà, ça a changé d'interface. Avant j'avais là. Alors, à moins que peut-être en revenant ici. Ah, voilà. Créer une divergence. Donc, vous voyez, il faut cliquer là. Et là, vous avez créé une divergence. Donc là, il vous demande ici le nouveau nom que vous allez donner à votre projet. Enfin, vous allez donner au fork. Vous allez appeler le word fork, tiens, pour que ce soit clair.
Quel est son statut? Privé, interne, public. Et là, vous choisissez, c'est pareil, où il va être, puisqu'on peut avoir plusieurs groupes. Alors qu'ils ont changé maintenant, ils n'appellent plus ça groupe, ils appellent ça namespace. Et donc, par exemple, je pourrais mettre dans ce groupe-là, ici. Non, il était dans quel groupe? Je suis là, je ne sais plus. OGL, Fork Project. Et donc là, j'ai un nouveau projet qui s'appelle Hello World Fork. Et si vous regardez, il est écrit divergence issue de et le projet dont c'est extrait. D'accord? Donc j'ai maintenant deux projets qui est sur GitLab. Le projet initial ici, donc justement je vais l'ouvrir là. Et celui-là, vous voyez qu'en fait j'ai créé une divergence, si c'est 1, ça veut dire qu'il y a un fork qui a été créé à partir de ce projet-là. Si je vais sur l'autre projet, lui, il n'y a pas de divergence créée à partir de lui, mais c'est marqué que c'est une divergence de ce projet-là. Ou un fork, d'accord? Alors, une fois que j'ai ce fork créé, du coup, ce que je vais faire, c'est que je travaillerai sur ce fork. Donc ici, le git clone que je vais faire avant de travailler, c'est sur le fork. Et après, je peux faire toutes mes modifications tranquillement sur le fork. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais créer ici un troisième utilisateur, avec à dire autre 2. Autre 2. Pardon. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui va travailler sur le fork. Alors, il faut que j'aille ici. Donc le fork, je prends le clone qui est là. Le clone du fork. Donc git clone. Voilà. Je vais dans le répertoire en question. Et là, je vais faire un git config user.name Gaël Simon. Donc là, j'ai un autre utilisateur, Gaël Simon, qui va travailler sur le fork. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est des affichages. Pardon. Emacs affichage, ça va. Pardon. Hop. Donc là, du coup, comme elle travaille sur son projet, qu'elle travaille sur son projet, à la rigueur, elle peut travailler dans le main. Bon, c'est toujours mieux, on ne sait jamais si à un moment on décide de travailler dans plusieurs fonctionnalités différentes, de créer des branches. Mais là, pour gagner un peu de temps pour la suite, je vais supposer que je travaille dans le main. On peut supposer qu'en fait, j'ai travaillé dans une branche et j'ai refait la fusion dans le main. Donc là, maintenant, git commit-a-m, ajout d'une deuxième méthode d'affichage. Donc là, je peux faire un git push. Je suis seul à travailler sur le projet, c'est le mien. Après, on peut faire aussi un fork sur lequel travaillent plusieurs projets, sur lequel travaillent plusieurs personnes. Mais très souvent, voilà, on aura un fork par personne. Donc là, du coup, le push, il va passer à tous les coups, puisque personne d'autre touche à ça. Ça veut dire que maintenant, ici, quand je suis sur le projet de base Hello World, j'ai rien de nouveau. D'accord? Si je regarde ici un nouveau graphique ici, je suis toujours sur ajout de la division. Si je viens sur le projet Hello World Fork et que je vais ici sur graphique, je vois que j'ai ajout d'une deuxième méthode d'affichage. D'accord? Ça permet donc à Gaël Simon, qui n'a pas les droits sur le projet principal, de pouvoir travailler. Maintenant, elle est très fière de ce qu'elle vient de faire, elle décide de me demander d'intégrer ça dans le projet principal. Et donc c'est là que, alors c'est pareil, il faut que je regarde où c'est maintenant, elle va pouvoir faire une demande de fusion. Donc on va appeler, alors c'est ça, une pull request ou une merge request, ça dépend si on est dans GitLab ou dans GitHub. Donc je retourne ici. Où est-ce que je vais voir ça? Peut-être ici? Non. Voilà. Non, celle-là, je ne l'ai pas. Ici, yep. Pourquoi je ne peux pas faire
push sur la demande de fusion, parce que le main, ça se trouve... C'est bizarre que je puisse pas faire une demande de fusion sur celle-là. Je sais parce qu'elle est protégée peut-être dans l'autre. Alors ça c'est le problème des branches protégées. Est-ce que je peux changer le statut d'une branche protégée? Non, c'est téléchargé. Alors, paramètres du projet. Protected branches, expand, hop, voilà. Et donc main, allow to merge, voilà. Maintainer, developer maintainer. Oui, mais il n'y a que. Non, hop. To force push. Non, bah non, je vais faire unprotect. Voilà, ok. Je la déprotège à la branche main. Et du coup, si je reviens là et je recharge. Et c'est pareil, elle, est-ce que je peux la déprotéger? Main. Donc. Où est-ce qu'il m'a mis ça tout à l'heure? Paramètres. C'était où? Non, alors je vais aller sur branche peut-être. Maintenant, sur branche, j'ai ça. Ah voilà. Paramètres du projet. Protected branches, expand. Et là, c'est là, unprotect. Mais malgré tout, c'est bizarre quand même. Parce que j'ai tous les rôles. Alors peut-être qu'ils ont changé maintenant et qu'on peut plus faire une demande de fusion sur le main, parce que là, ils ne proposent pas une demande de fusion que là. Alors j'aurais aimé faire une demande de fusion là-dessus. Bon, c'est pas grave. On va faire ça autrement. Je vais faire un, du coup, git checkout-b affichage. Donc je rappelle, git checkout-b, ça fait un git branch puis un git checkout sur la branche. D'accord? Donc, max affichage.java. Affichage 3. Voilà. Git commit-a-m. Donc, troisième méthode d'affichage. Voilà. Et maintenant, je vais faire un git push -u affichage origine affichage. Voilà. Donc là, je transfère la branche affichage sur le dépôt. Ce qui veut dire que là, ici, sur le dépôt, quand j'affiche les branches, maintenant j'ai affichage. Et donc là, je peux cliquer sur demande de fusion. Et donc là, je vais pouvoir initier une discussion avec le propriétaire du dépôt dont j'ai fait un fork, enfin depuis lequel j'ai fait un fork, avec ici, ben voilà, j'ai rajouté 2 méthodes d'affichage que je juge indispensables. Et une fois que c'est fait, je fais créer la demande de fusion. Voilà. Ce qui veut dire, à partir du moment où j'ai fait ça, que le propriétaire du dépôt démo 2020 ici, il va voir apparaître, alors c'est où c'est ici, les demandes de fusion. Pourquoi elles n'apparaissent pas? Quoi, j'ai bien validé pour ma demande de fusion. Demande de fusion affichage, ouais. Hop. Checking if merge request can be merged.
Pourquoi ça n'apparaît pas de l'autre côté? Alors c'est le problème de travailler tout seul, enfin tout seul, c'est que ça n'aide pas à voir ce qui se passe. Et alors est-ce que j'ai reçu le mail? Non, j'ai pas reçu de mail qui me dit que normalement on est censé recevoir aussi un mail quand il y a demande de diffusion. Et je l'ai pas reçu. C'est les tickets. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît là et qu'elle apparaît pas de l'autre côté? Parce que normalement, là je dois voir quoi, qu'il y a une demande de fusion ici. Et donc là j'ai une interface qui s'ouvre qui va me permettre de dialoguer avec la personne qui a fait la demande de fusion. Et je peux soit approuver la fusion, éventuellement faire la fusion, ou je peux mettre un commentaire ici. Genre, il manque des commentaires, une Javadoc. Ici, et je rajoute ça. D'accord? Et du coup, ça va permettre au propriétaire de projet de voir la chose en question, qu'après il pourra éventuellement modifier son code, refaire un commit, un push, et après, automatiquement, la modification sera intégrée dans la demande de fusion. C'est-à-dire que là, si maintenant je fais ça et que je viens là, et que du coup, et que je mets ici, donc slash étoile étoile, étoile slash, voilà, méthode d'affichage fondamentale. Commit-a-m rajout Javadoc. Git push. Et bien voilà, ici est apparu le fait que dans l'échange ici, par rapport à quand j'ai fait ma demande de fusion, et bien maintenant, il y a un nouveau commit. D'accord? Et je peux éventuellement voir ici à la comparaison. Ici, je vois qu'il y a ça qui a été rajouté. Donc j'estime que la Javadoc a bien été prise en compte. Donc maintenant, je vais lui dire merge. Voilà, et maintenant, ça a été fusionné. Ce qui veut dire que sur mon projet principal ici, Hello World, alors, ici, alors ça c'est ma méthode d'affichage, mais si je regarde les branches, c'est bizarre. Ouais, non, il y a un truc bizarre, mais c'est lié au fait que je suis le même utilisateur sur le même projet. Il faudrait que j'ai un autre compte pour qu'on voit bien que ça fonctionne différemment. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement avec les pull requests. D'accord? Bon, ça, je ne vais pas en parler, on n'aura pas le temps de voir ça. Oui. Comment on fait pour... si on a le fork, comment on est à jour avec le projet original pour ne pas travailler très seul la nuit? Comment on... si on a un fork, on travaille sur un fork. Je travaille sur le fork, oui. Comment on peut être à jour? À jour par rapport au projet initial? Oui. Ah ben justement, c'est transparent que je viens de passer, on n'aura pas le temps. Ah, C'est ça, en fait, ce qu'il faut que tu fasses... non, c'est pas là. Hop. Parce que je l'ai mis... Non, c'est pas... Où est-ce que j'ai mis... Chez les branches distantes, forger ma request. Où est-ce que j'ai fait ça? En fait, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est que dans ton Git local, ici, tu ajoutes comme dépôt distant le dépôt initial. D'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est donc sur ta machine, c'est pas directement le dépôt, mais c'est sur ta machine que tu feras
Après, un git merge il est ici pour récupérer régulièrement dans ton main le main du dépôt initial. D'accord? Voilà, mais faut du coup, ça veut dire que maintenant sur ton dépôt distant, enfin sur ta machine, tu as deux dépôts distants. Tu as origin, c'est celui de ton fork, et tu as upstream, c'est celui de ton du dépôt initial. D'accord? Et par exemple, ce que tu peux faire, c'est ton main, ou master, tu le synchronises avec origin, et tes branches par contre avec ton upstream. D'accord? Et régulièrement, tu intègres le main dans tes branches. Si bien qu'après, la prochaine fois que tu feras un push sur ton fork, sur ton dépôt à toi, sur le fork, tu feras un push sur le serveur, et bien les modifications du dépôt distance seront réintégrées, puisque tu les auras réintégrées toi sur ta machine. D'accord? On ne devrait pas pouvoir utiliser le push dans le origin. Non, toi, tu vas faire un git push origin pour ta branche, mais en fait, quand tu feras des git pull, ce sera dans le main et ce sera des git pull depuis le dépôt origine. D'accord? Voilà, alors ensuite, très rapidement, je vais vous montrer comment avec GitLab on peut un peu faire ce qu'on peut faire avec un tableau de sprint backlog avec GitLab. Donc je vais passer sur tout ça. Donc, à noter, je redis, ce que privilégie quand même la méthode agile, c'est le tableau physique. Qu'on se rend compte que ce soit visuel, tactile. Maintenant, dans le cas où on travaillerait à distance, on peut utiliser quelque chose qui est un peu similaire, qui est implanté dans GitLab, qu'on va trouver ici en allant chercher tableau. À ce moment-là, ça va faire apparaître quelque chose qui ressemble à ça. On a effectivement backlog ici, close, et puis il propose d'ajouter ici des listes par défaut, donc to do, à faire, et doing, en cours. Donc du coup, on a un tableau qui va apparaître comme ça avec 4 colonnes. Ensuite, on peut ajouter d'autres colonnes en choisissant ici des étiquettes. Et par exemple, on peut créer ici un sprint backlog. Et donc on aura le backlog qui sera par exemple le product backlog ou le release backlog suivant les cas, le sprint backlog, et puis toujours les to do, doing, close. D'accord? Donc là, c'est le cas après ici. J'ai le backlog de version, enfin release backlog, c'est le sprint backlog, to do, doing, close. Ensuite, quand je vais rajouter une fonctionnalité, je vais cliquer ici sur issue et puis je vais pouvoir créer différentes catégories. Donc là, on peut créer une catégorie bug pour indiquer des fonctionnalités qui correspondent en fait à des bugs qu'il faut corriger. On a de toute façon ici des étiquettes pour chacune des listes. Et puis on peut aussi rajouter des jalons, ou milestone en anglais. Donc ça, par exemple, c'est dire ce que c'est que la version 1.0. Donc ça, ce sera par exemple les versions qui sont des backlogs. Après, on va pouvoir, une fois que c'est fait, donc là ici, vous voyez, j'en ai créé deux, ici, deux jalons, pour la version 1 pour la version 2. Quand je vais vouloir rajouter une fonctionnalité, je vais cliquer sur le plus qui est là, ou ici, et là, je vais pouvoir ajouter mes différentes fonctionnalités qui sont là, et que je mets dans mon backlog. Et puis après, je peux les associer aux versions. Donc pour ça, je clique sur une fonctionnalité, j'ai un menu, une partie de fenêtre qui va apparaître, un onglet qui va apparaître à droite, et là, je vais choisir ici sur Milestone, Edit, je vais choisir d'associer telle ou telle fonctionnalité à telle version. Donc là, un exemple, je vais mettre les fonctionnalités F1 et F3 pour la version 1, etc. Une fois que c'est fait, quand j'attaque une nouvelle version, je peux faire, je vais sélectionner ici tout ce qui est associé à une version. Donc là, il va faire apparaître que les fonctionnalités de la version en question, et je vais pouvoir les faire glisser ici sur le backlog de la version. Et automatiquement, du coup, il y a l'étiquette ici qui est mise à jour. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir décomposer mes fonctionnalités ou user story en tâches. Donc là, ça c'est une façon que je vous propose de faire. À la fonctionnalité F1 ici,
je l'ai divisé en deux tâches, enfin en une seule tâche plutôt, il y a une seule tâche, alors que la F2 ici, il y a deux tâches. Et c'est pareil, j'ai créé du coup des étiquettes user stories, des étiquettes tâches, pour distinguer ce qui est fonctionnalité de ce qui est tâche. Et puis, j'ai aussi choisi, mais ça c'est propre à ma façon de faire, hein, de dire qu'une fonctionnalité, je mets entre parenthèses, une tâche, pardon, je mets ici entre parenthèses la fonctionnalité à laquelle elle est rattachée, et pour une fonctionnalité, je mets entre parenthèses le nombre de tâches qui y sont rattachées. Alors ça, je fais ça parce que la dernière fois que je l'ai testé, il n'y avait pas encore la notion de sous-tâches qui existait dans GitLab. Il était question que ce soit fait, ça n'existait pas encore, je ne sais pas si c'est fait, je n'ai pas testé sur une nouvelle version. Donc ça, c'est juste pour garder en mémoire que finalement, la TF2A, c'est une tâche qui est associée à F2 et que F2 est constitué de deux tâches. Alors à quoi ça sert? Donc après, pour le déroulement d'un sprint, eh bien, je vais extraire toutes les tâches ici du sprint et je les mets dans To-Do. C'est en quelque sorte ça, du coup, mon sprint backlog, mais sous forme de tâches. Alors que là, ce qui est ici, c'est encore des fonctionnalités. Et puis après, quand l'utilisateur prend une fonctionnalité, ici, il la met ici, elle passe dans En cours, tout simplement en glisser-déposer. Et quand c'est fini, donc là, il y a un autre utilisateur qui prend une autre fonctionnalité. Quand une fonctionnalité est finie, je la fais glisser là, et du coup, je vais mettre à jour, soit ici, voilà, le nombre de fonctionnalités, enfin le nombre de tâches qui reste à faire pour la fonctionnalité 1. Et du coup, si là j'ai 0, c'est que je sais que cette fonctionnalité-là, elle est terminée. Donc du coup, elle passe ici. Après, celle-là, il y a toujours 0 tâche de terminée, donc il reste 2 ici. J'en ai une deuxième qui est prise en route. Là, il y en a une qui est terminée, donc là, je diminue, je mets à 1. Et quand la dernière est terminée, c'est passé à 0, donc je la fais passer ici. Et donc là, comme ça, j'ai petit à petit matérialisé le fait que j'avais développé toutes mes tâches, et petit à petit, je sais quand mes fonctionnalités sont terminées, dès qu'elles n'ont plus de tâches, dès que toutes leurs tâches sont passées dans l'état terminé. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une façon qu'on a éventuellement de remplacer le tableau des post-it ici par ce tableau ici dans GitLab. Alors, on va le retrouver. Où est-ce qu'il est, tableau ticket tableau, voilà. Donc ça se passe ici, hein, je le crée ici, et j'ai ouvert close, et donc là, c'est là que je peux créer ici une nouvelle liste. Donc l'interface a changé, donc select label, hop, new list, c'est directement là que je vais mettre, si je mets ici sprint backlog par exemple, ok, je vais faire en cours, à faire, ouais. Allez, sprint, backlog, non, machine result, ouais. Alors portée, alors comment on lui donne un nouveau nom? C'est gentil, mais issues must match the scope to appear in the list. Alors, pourquoi, comment je fais pour créer une nouvelle liste? Ah, create list, ben non, c'est ce que j'ai fait. Edit board peut-être, non, petit développement, annuler, hop. Bon. CH label, d'accord, mais sinon comment j'ajoute un label? C'est embêtant. C'est le problème avec les mises à jour. Le truc, c'est que après ça fonctionne différemment. Tableau. Liste. Ça c'est pour créer un... ouais, mais c'est pas... Bon.
Voilà. Il faudra que je trouve parce que comme l'interface a changé, du coup. Là, il n'y a pas de. Et je vois pas où apparaît la liste des étiquettes. C'est connecté. Parce que là, sur les autres, j'ai bien. Bon. Ça fait pas apparaître de nouveaux trucs. Create new board peut-être. Non, ça change rien. Ça, je peux pas le modifier. Ah, étiquette. Bah oui, mais non, parce que de toute façon, le problème c'est que l'étiquette. Comment je peux créer des étiquettes? Create new board. Je vois pas où on peut créer des. Ah, Project Information étiquette. Étiquette. Nouvelle étiquette. Donc là, on va essayer. Donc Sprint Backlog. Voilà. En bleu. Hop. Voilà. On va créer une nouvelle étiquette. Je vais l'appeler en cours. Je vais la mettre verte. Hop. Voilà, donc là, je peux créer des étiquettes. Du coup, maintenant, si je vais sur Ticket Tableau, Create List, là, je peux choisir en cours. Add to Board. Voilà. Bon. Donc, il fallait sur Project Information, étiquette, créer les étiquettes. Et à partir de ça, on peut créer les colonnes. Après, là, donc, je peux rajouter ici une fonctionnalité. Donc, ici, rajouter l'élévation. On va mettre juste élévation à la puissance, élévation à la puissance. Voilà, donc là, ici, j'ai là, et c'est là qu'ici, j'ai tous les détails qui apparaissent, et qui éventuellement, je peux l'associer à un jalon si j'avais créé un jalon. Alors, vous remarquerez que ici, jalon ici est traduit, j'ai jalon, alors que là, c'est pas traduit, c'est milestone. Donc là, si j'avais créé un jalon, et je fais new milestone et que j'appelle ça version 1.0, create milestone, voilà, et si je reviens ici sur mon tableau, élévation à la puissance, hop, pardon, oui. Je pourrais très bien, même sans l'ouvrir, ici, l'associer au jalon version 1. Voilà, ce qui veut dire qu'après ici, je peux faire ici une recherche par exemple sur le milestone ici égale version 1.0, et donc j'aurai que les items associés à élévation à milestone 1.0. C'est-à-dire que là, si je fais ici racine carrée, et que là je redemande ici milestone égale version 1.0, entrée, voilà, ça n'apparaît plus, ça me permet d'avoir une sélection et de facilement sélectionner tout ce qui est associé au jalon 1 par exemple pour les mettre là. Et du coup automatiquement, vous voyez, quand je déplace ici, il récupère comme étiquette ce que j'ai mis là. D'accord? Voilà. Eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui.